Bonjour Parfait. Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, je Merci à toi de souhaitais, m'accueillir. enchanté vraiment et honoré, puisque je suis ton travail depuis plusieurs années. La communauté te connaît également et c'est la première fois qu'on va te voir dans une vidéo en duo. Donc, je suis Ouais, ravi que tu sois là et que tu d'accord. aies accepté mon invitation. J'ai beaucoup de questions à te poser par rapport à ton D'accord. expérience notamment et tout ce que tu peux proposer aujourd'hui, ne serait-ce que au niveau des livres, mais aussi de tes formations. Notamment, j'ai envie de déjà te demander de te présenter si tu veux bien. Comme ça permettra à tout le monde de savoir quel est ton parcours. Alors, je veux faire court quand même, Hmm. justement, parce que les présentations, parfois, je trouve ça long. Donc, je suis Catherine Dumonteil-Crémer, je suis pionnière du soutien à la parentalité positive. Pas de la parentalité positive, mais du soutien à la parentalité positive. J'ai commencé à faire du soutien à la parentalité en 99, en créant le plus gros groupe sur Internet qui était basé sur le soutien. Enfin, je faisais du soutien à la parentalité. Des parents venaient là qui ne voulaient pas reproduire ce qu'ils avaient subi de leurs propres parents, etc. Ce groupe s'appelait Parents Conscients. Il a duré des dizaines d'années et il a donné naissance à de nombreux projets. J'ai pu créer la journée de la non-violence éducative. J'ai cofondé l'OVO avec Olivier Morel. Enfin bon, on a fait mille choses. Et j'ai aussi créé le premier programme de formation français de formation pour les parents, de formation à la parentalité. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, étant donné que j'ai commencé tôt, j'ai commencé dans un centre social dans les quartiers nord de Marseille à gérer, à m'occuper de parents, d'enfants, etc. Je faisais énormément de projets pour des publics ciblés et je me suis rendu compte que la vraie prévention, la prévention, il n'y en avait pas en fait. On traitait les problèmes, on mettait des bouts de sparadrap qui à la première pluie se décollaient. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai vraiment senti en moi l'urgence de travailler avec les parents et je me suis dit que la vraie prévention de tous les problèmes qu'on a actuellement se fait au moment où on accueille un tout petit enfant et qu'on l'accueille d'une certaine façon. En 2000, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais on a eu Chirac face à Le Pen et pour moi, ça a été le déclencheur du désir d'écrire un livre, le premier livre sur l'accompagnement positif des enfants, élever son enfant autrement. Élever son enfant autrement, c'était ça, c'était vraiment une tentative de dire c'est un sujet politique, il faut s'en préoccuper et les besoins des enfants, c'est ça, les besoins des parents, c'est ça, essayons de nous y mettre. Et du coup, avec le temps, j'ai créé tout un dispositif de soutien à la parentalité où j'ai ajouté d'autres livres et puis d'autres actions. Il y a la hotline SOS Parentalité, Oui. Facebook SOS Parentalité Hmm. aussi, le groupe de discussion. J'ai créé PEPS, le magazine de la parentalité positive, qui a duré 10 ans, qui vient de s'arrêter. Ah, Et j'ai dommage. écrit de nombreux livres et je fais de la formation. Je forme des consultants en parentalité depuis 2008 qui font à leur tour des conférences, qui animent des groupes, etc., etc. Et le groupe, enfin le programme de formation que j'ai créé est Hmm. aussi le premier programme qui a été étudié par la recherche. Une recherche en psychologie positive a été menée sur ce programme qui s'appelle Vivre et grandir ensemble. Bon, D'accord. voilà ce que j'ai trois enfants aussi, tu Oui. sais, et quatre beaux enfants. Voilà. Donc, je D'accord. pense que je peux dire que je suis une sportive de l'extrême. euh, en ayant eu tous ces enfants et en ayant essayé vraiment de ne pas projeter sur eux la violence que je pouvais avoir en moi. Oui, bien sûr, tout à fait. Et Mm. justement, tu vas nous expliquer, alors tu disais que à l'arrivée d'un enfant, c'est là où on doit être préparé, mais même avant, et c'est l'avantage de tout ce que tu as créé, c'est que les parents peuvent se préparer à cela, à Oui, se poser les bonnes questions, parce que beaucoup d'expériences, même vécues avant la naissance, influent justement sur la vie de l'enfant, à vrai dire. oui. Absolument. Et tu vois, ça reste une question qui est posée parce que j'ai reçu beaucoup de parents, de futurs parents, je dirais, des femmes enceintes dans des groupes, notamment de la Leche League. Et j'ai remarqué que cette espèce d'événement majeur, de transformation invraisemblable qui se passe en nous quand on accueille un enfant, qu'on le met au monde, eh ben c'est un moment qu'on ne peut pas imaginer quand on attend son enfant. C'est surtout le premier. Enfin, le premier est quelque chose de totalement inattendu. Les Oui. professionnels, moi j'étais professionnelle, tu vois, je pensais que je savais tout.
J'étais très sûre de moi sur la question. Et quand j'ai accueilli mon premier bébé, ça a été une expérience invraisemblable. Tout a changé, tous mes repères ont changé. Mais quand j'étais enceinte, j'avais une recherche un petit peu intellectuelle comme ça. Et puis je me disais, je ne vais pas changer ma vie pour un enfant, hein, faut quand même pas exagérer. Et j'ai reçu aussi beaucoup de parents comme ça qui, quand ils sont au stade de futurs parents, ont du mal à s'imaginer la révolution qui va se produire en eux. Il y a vraiment une Oui, révolution. Enfin, je ne sais pas toi comment tu l'as tout à vécu, fait, mais moi, pareil. j'ai eu une révolution en fait. On Tout devient une autre change. personne. Oui, c'est ça. Et c'est le parent qui prend corps en nous et Mm. vraiment, ça change nos paramètres. Alors, c'est sûr que l'information en amont, je trouve vraiment que c'est intéressant que ça circule. Peut-être que ça devrait circuler aussi dans les lycées. Mais avant tout, ce que je pense, c'est que quand on a accompagné des jeunes d'une certaine manière, ils vont vraiment voir les choses de façon différente. Il me Oui, semble. oui, Les enfants et les miens vont pas avoir les difficultés que peut-être nous avons rencontrées, tu vois. oui. Alors toi, tu as fait le choix de la non-violence. Est-ce que c'était un choix naturel ou est-ce que tu y es arrivé progressivement, on va dire? Ah, alors la non-violence, c'est un choix pas du tout naturel, pas du tout naturel. C'est en fait, c'est venu d'une question que je trouve assez fondamentale. Pourquoi j'ai envie de frapper la personne que j'aime le plus au monde, mon enfant? Mhm. Mon enfant, mon premier enfant, c'est une fille. Quand elle a eu 4 ou 5 ans, pas avant, curieusement, mais je pense que c'est ma mémoire traumatique qui était pas du tout. Ma mère a pas dû me donner de fessée quand j'étais très petite. C'est pas sorti dans ses premières années, c'est venu autour des 4-5 ans, quand elle commençait à me déménager la maison. Enfin, voilà. Et là, j'ai senti que j'avais vraiment envie de lui faire du mal, tu vois, et que je D'accord. me retenais. Et c'est un combat contre moi-même qui a été un peu à la base de tout ce que j'ai créé par la suite, parce que je trouvais ça tellement difficile de ressentir ça, Oui. vouloir faire mal à mon enfant, alors que je ne voulais pas le faire. Et j'en étais prévenue aussi professionnellement, tu vois, que la fessée, c'était pas une bonne chose, etc., etc. Donc, tu vois, ça date pas d'hier quand même, hein. Mhm. Ma fille est née en 88. Oui, Donc, il y avait déjà un discours contre la violence éducative. Après, ça dépend de ce qu'on entendait contre. Enfin, c'était la fessée, on va dire. Voilà, c'était la fessée. Et je ne l'ai jamais frappé, ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai eu envie de le faire, tu vois? d'accord. Enfin, c'était un truc, et j'ai beaucoup travaillé pour ne pas le faire. Et finalement, après, ça a été beaucoup plus simple pour les deux autres, et même pour elle un peu plus grande. C'était beaucoup plus facile. Il y avait moins, ça y est, non, mais là, c'est pas possible. Voilà. Mais il y a bien d'autres choses à détricoter, je trouve, dans l'accompagnement d'un enfant. Là, tu as évoqué un De mon terme, côté, oui, pardon, tu as évoqué je t'en le terme de mémoire traumatique et Oui, tu l'as un peu identifié comme un frein à cette adoption rapide, on va dire, de la bienveillance éducative, c'est-à-dire une éducation sans violence, c'est absolument. ça? En quoi ça Tout à bloque? fait. Et d'abord, enfin, Alors, de quoi s'agit-il déjà? la mémoire traumatique, en gros, hein, on va dire que c'est l'endroit dans le cerveau où sont stockées toutes nos blessures d'enfant, nos blessures anciennes, qui se réveillent quand on rencontre des éléments communs entre la situation présente et la situation passée. Et évidemment, ce qui va réactiver énormément la mémoire traumatique, c'est la situation de parentalité. Tout le temps, on va être face à notre mémoire traumatique. Quand on est à table, si nos parents nous ont forcés, quand on fait des courses et que notre enfant se met à courir et qu'on va le rattraper, qu'on va le secouer, il y a plein de moments où on a des réactions disproportionnées. On peut identifier qu'on a des réactions disproportionnées avec notre enfant, plus petit que nous, plus faible que nous, en cours d'apprentissage. Et on a envie, non, mais on a envie de l'engueuler, on a envie de peut-être le taper, de le punir, on a envie de le punir. On a aussi envie de l'isoler parce que c'est très dur, c'est Oui, très difficile. Et finalement, l'isolement vient là parce qu'on en a ras-le-bol, un peu comme la fessée d'ailleurs. La fessée, c'est un peu le truc, tu vois, on est dans la colère, la mémoire traumatique est bien réactivée, et si nos parents nous ont tapé, quelquefois, ça va partir tout seul. C'est ce que disent les parents d'ailleurs, mais ça oui, part pas tout seul. Ça part de la mémoire traumatique. c'est ça. Et je trouve qu'une personne qui en a parlé de façon très métaphorique et très juste, c'est Alice Miller qui disait que nos enfants ont Mhm. la clé de la chambre où résident tous nos vieux monstres. Et c'est eux qui vont ouvrir, tu vois, c'est eux qui vont réveiller. Et en particulier, l'aîné réveille beaucoup la mémoire Bien traumatique sûr. avant qu'on se rende compte que, bon, c'est pas vraiment nous, ce sont nos blessures en nous, on va Mhm. les travailler.
Mais du coup, j'aimerais quand même ajouter Mhm. que finalement, beaucoup de méthodes, de nombreuses méthodes, sont totalement inopérantes face à la mémoire traumatique. Oui. C'est-à-dire que tu peux commencer, enfin moi je sais que j'ai découvert Gordon en 95, tu vois, j'ai trouvé ça merveilleux et je me disais, oh, c'est trop génial Gordon, enfin, et je faisais de Thomas l'écoute Gordon. active avec moi, voilà, c'est Oui. ça. Et ça marchait plus ou moins, je dirais. Avec les adultes, ça semblait fonctionner pas si mal. Mais fondamentalement, quand ma mémoire traumatique était réactivée, Gordon ou pas Gordon, ça ne fonctionnait pas. Et ça me donnait cette impression que, ben, en fait, non, en fait, j'y arrive pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont là-dedans, très enthousiastes au départ d'utiliser certaines méthodes qui améliorent globalement quand même le système familial, on communique mieux, etc. Mais tout à coup, mon enfant fait une crise de rage au supermarché et là, en fait, je peux lui faire de l'écoute active, ça va pas fonctionner. Déjà, je Et pourrais je pas le suis, faire déjà, moi-même. oui, mais oui. Et puis, je suis totalement désemparée, tu vois, enfin, face Parce à. que Alors, oui, je Parce t'en qu'en prie. alors pardon, pour la mémoire traumatique, donc c'est l'exposition à de la violence quand on était nous-mêmes enfants. Ça a créé ce qu'on appelle une mémoire qui est chargée émotionnellement et qui est une mémoire intemporelle, ce qui fait qu'en fait le cerveau n'arrive pas à la laisser derrière, donc elle est tout le temps en activité. En gros, enfin elle est tout le temps potentiellement en activité, et ce qui veut dire que si on s'expose à certaines scènes avec nos enfants qui vont nous rappeler peut-être ces scènes de violence, que ce soit des cris, des pleurs, etc., notre mémoire traumatique se réactive. Et je crois qu'il y a un phénomène de dissociation qui fait que on se coupe, c'est comme si notre circuit émotionnel se disjonctait. Et en Mm. gros, on va agir, mais comme si on n'était plus vraiment nous-mêmes, en fait, parce que c'est la mémoire traumatique qui a pris les commandes de notre Absolument. comportement. On est sous pilote automatique quand la mémoire traumatique se réactive. Donc ça, Mhm. c'est très ennuyeux. Et il y a des circonstances où notre mémoire traumatique est particulièrement réactivée. C'est notamment les moments où on est très, très fatigué. Où Oui, finalement, là, on va plus avoir la possibilité de mettre notre intelligence par-dessus et oui. se dire, bon, que je peux faire de créatif, d'intelligent, etc. Ah non, je suis crevée, c'est l'automatisme qui va sortir. Mhm. Et quelquefois, les parents tirent des conclusions en disant non mais ça marche pas la parentalité positive, c'est vraiment n'importe quoi, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que pour la parentalité, pour être parent, l'outil principal c'est nous en fait. Oui, Et il va de toute façon falloir travailler sur nous pour y arriver, tout en utilisant certaines méthodes qui sont quand même globalement sympas, pas manipulatrices, etc. Mais je oui. crois qu'il ne faut pas oublier que les deux sont importants, les deux Mhm. choses sont importantes. Et ce qui est important là-dedans, donc une mémoire traumatique a pu se créer donc dans notre propre enfance, et on peut encore la voir à l'âge adulte. Elle va se réveiller d'autant plus lorsqu'on va devenir parent, parce que les scènes vont nous rappeler ce qu'on a vécu. Et pour Tout à en fait. fait guérir de cette mémoire traumatique, nous avons besoin d'un accompagnement généralement, parce que je parle enfin, peut-être de l'EMDR, de l'ICV, ou encore un suivi au niveau psychologique, parce que seul, on ne peut pratiquement pas s'en sortir en fait. Très compliqué. On peut faire des choses, hein. Seul, on peut faire des petites choses. Moi, ce que je recommande, c'est de tenir un journal émotionnel, c'est-à-dire, bon, bah voilà, dans la journée, j'ai vécu avec mes 3 enfants d'âge préscolaire, puis crevé, j'ai eu plein de réactions disproportionnées de colère. Je vais en identifier une ou deux simplement pour pouvoir et me poser la question par écrit, comment ça se passait quand j'étais enfant, comment mes parents réagissaient avec moi. Et la chose intéressante avec ce journal émotionnel, c'est qu'il a quand même tendance à augmenter la durée qui existe entre la colère, le déclencheur, voilà, ce qui Oui, déclenche la colère, et l'action dangereuse pour l'enfant, blessante pour l'enfant. Donc, en fait, quand je me sens en colère et que j'ai aucun moyen, j'ai pas du tout travaillé dessus, je risque de taper mon enfant sans réfléchir. Quand je commence à travailler dessus, je commence à me dire, ouais, bon, bah, oui, je suis en colère et je peux le dire à mon enfant. Je peux lui dire, attention, je suis oui, en colère là, je ne peux plus, on fait quelque chose, voilà. C'est ça qui est important, c'est de voir arriver sa colère, pas de se dire, bon, je vais être parfait, je ne oui. serai jamais en colère. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, tu disais, ce sont des situations de violence, mais parfois, enfin, l'exemple cité très souvent en référence pour la mémoire traumatique, Mhm. c'est un bébé qui est dans son berceau et qui demande à être nourri et qui pleure et qui n'est pas entendu. Oui. Les enfants n'ont pas de notion du temps. Ça peut Mhm. sembler être une vie pour lui. Il ne peut pas donner de sens à la situation et il ne pourra pas en parler après.
Donc, ça va nous faire un traumatisme dans la mémoire traumatique, dans l'amygdale cérébrale, qui est Oui, le siège de la mémoire implicite. Voilà ce d'accord. que ça va nous donner. D'accord. Alors ça, c'est un frein principal à la pratique de l'éducation sans violence, on va dire, parce qu'on a cette impulsion de reproduire ce que nous avons vécu quand notamment la mémoire traumatique passe aux commandes. Mais ce n'est pas seulement lorsqu'on a une mémoire traumatique, ça peut aussi se faire parce qu'on a été exposé de manière régulière, pas forcément intense, mais de manière régulière, parce qu'un modèle s'est mis en place. Et finalement, ce modèle, vu qu'on n'a que cet outil en main, quand on devient parent, on utilise le même outil, en fait. Donc c'est d'où l'intérêt de pouvoir rentrer dans cette phase de réflexion et de pause surtout. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est moi qui agis ou est-ce que c'est mon parent, Oui, par exemple? absolument. Et pouvoir justement, et ça, parfois on peut pas le faire seul, il faut quelqu'un qui nous dise, attention, là, j'ai l'impression de voir papa, maman, peut-être. Et du coup, effectivement, ah oui, je suis en train de reproduire en fait. D'où l'intérêt, et c'est ça que j'aime bien dans ton approche de cette parentalité créative, parce que pour moi aussi, c'est une parentalité à créer, dans le Oui, sens tout à où fait. on va créer autre chose, qu'on a, pas quelque chose Oui, dont on a hérité, mais quelque chose d'autre. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de se dire, on n'est pas obligé de poursuivre cette chaîne de la violence, on peut la briser et créer autre chose. oui, tout à fait. Et puis, on peut vraiment créer ses propres solutions et les partager avec d'autres. On Oui, a fait ça sur Parents Conscients, par exemple. Mutualiser les idées qu'on pouvait avoir. Ah, bah tiens, moi j'ai fait ça, mon enfant fait pipi au lit, je fais 2 fois le lit, une alésandra, la nuit je me lève, hop, j'enlève ah la oui, première couche. Ça, c'est des trucs, enfin, c'est ce que j'appelle la sagesse pratique des parents en action, quoi. mhm, tout à C'est fait, vraiment essayer de trouver des trucs pour être moins fatigué, donc pour réactiver moins sa mémoire traumatique, et puis aussi trouver des solutions alternatives, évidemment, à la violence éducative. bien Donc sûr. ça, je pense que tout n'est pas écrit dans les bouquins, qu'il y a 1000 solutions à un problème qui se pose. Mhm. Le tout, c'est de développer son esprit critique et d'arriver à se poser l'épineuse question, est-ce qu'intentionnellement, je veux faire mal à mon enfant pour qu'il fasse quelque chose de positif? Oui, Ben ça marche. C'est mhm, une punition. Donc, à partir de là, tous les parents sont capables de trouver des idées et des solutions. Et il faut quand même se dire qu'on n'a pas beaucoup d'accompagnement à la parentalité aujourd'hui, à part les réap dans les régions, les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, oui, qui existent depuis 1999, mais pas sur la base d'être bienveillant avec son enfant, quoi. Sur mhm, la base de voilà, la parentalité, comment on la soutient, etc. bien sûr. Euh, Par rapport à ce que tu évoquais, on a aussi un frein qui consiste à dire, mais en fait, ça marche quand je punis mon enfant, ça marche quand je lui fais Oui, peur. Il fait ce que je lui mais oui, demande. mais bien sûr. Et pourquoi ça Ah, mais marche moi, si et pourquoi bah, c'est un conditionnement, si tu veux. Tu crées un conditionnement. En fait, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pose de limite, c'est un sujet d'apprentissage. Ça n'est pas un sujet d'éducation, c'est un sujet d'apprentissage. Vraiment, très, très clairement, ce qu'on demande aux enfants, c'est d'apprendre le monde, juste. Voilà, on doit leur apprendre le monde et son fonctionnement. C'est pour ça que moi, le cadre, je ne suis pas extrêmement fan. Je préfère me dire qu'à mon enfant, je vais donner une carte du monde la plus précise possible. On va en Mhm. discuter, on va faire des expériences pour que mon enfant se débrouille dans cet univers-là. Oui, Si je commence à lui faire peur ou à lui faire mal, ce que je vais activer en lui, c'est un conditionnement. Il va se dire, oula, attention, maman va se mettre en colère, ça me fait super peur, elle risque de me faire mal, là, il vaut mieux que je fasse ce qu'elle me demande. C'est mhm, en ça que ça marche. Parce que les enfants ont besoin de notre amour inconditionnel. Pour eux, c'est une nourriture vitale. Et finalement, quand on les menace de cette manière-là, évidemment, ils ne veulent pas avoir d'ennui avec nous, ils font ce qu'il faut. bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on aura tourné le dos, ils ne feront plus Mhm. ce qui est nécessaire qu'ils fassent. Et ça va donner des adultes comme moi à une époque où je disais à mes enfants, je reconnais, je ne suis pas très responsable, mais je disais à mes enfants, planquez-vous quand on voyait la police sur, parce que bon, on avait une 4L et 5 enfants à transporter à une époque. Ouais, c'était vraiment très bon. Mais au lieu de me dire, attention, les enfants risquent de passer à travers le pare-brise, s'il y a un coup de frein, etc., ce que je me disais, c'est, attention, j'ai peur de Eh oui, l'autorité, pas vu, pas pris, tu vois. tout à fait. C'est vraiment je trouve, les réactions des adultes d'aujourd'hui qui nous révèlent un petit peu la façon dont nous avons été élevés de façon traditionnelle, quoi. Bien Cette sûr. crainte de l'autre qui perdure en nous. Et donc, une méthode justement punitive va plutôt entraîner, comme tu disais, du conditionnement, mais pas forcément de la responsabilisation.
finalement. Pas Parce du qu'on va tout, se mais pas du cacher pour éviter d'être tout. puni et de... Absolument, il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a pas de compréhension de la Mhm. situation. Pourquoi je ne dois pas mordre la petite fille au square? Bah, c'est parce que ça lui fait mal, c'est parce que elle va pleurer, ça va être voilà. Bref, mais si je commence à mordre mon enfant parce qu'il a mordu la petite fille au square, ça va être je ne dois pas mordre la petite fille parce que sinon maman va me faire mal. Et ça, je pense que c'est tellement facile à comprendre. Enfin, je Oui, pense qu'on peut tous le comprendre, ce truc-là, oui. qu'on n'active pas notre intelligence ni celle de nos enfants en faisant ce genre de choses. Alors, la compréhension, c'est un petit peu plus long que... moi, je sais que ma mère, elle disait, ça doit marcher comme sur des roulettes. Hein, donc, ça ne marchera pas comme sur des roulettes. Mm. Mais ça va être infiniment plus intéressant, en fait. Mon enfant va me poser des questions, il va me mettre au défi, il va se passer des choses en interaction avec lui. Et quand il aura compris, bah, vraiment, j'ai plus rien à faire. Et je peux Mm. être absente aussi. Il mordra pas la petite fille, même Bien si je ne sûr. suis pas là. Alors qu'avec la punition, il mordra la petite fille quand je ne serai pas là. Parce Oui. que je suis, si tu veux, je suis le geôlier Mhm. au lieu d'être l'accompagnant, tu vois. C'est Et ça. quand le geôlier est là, on la ramène pas. Oui. Et mon moteur, c'est peut-être la colère aussi. C'est mon arme quelque part, un peu involontairement. C'est-à-dire que, Oui, et c'est aussi, on peut aussi revoir les croyances qu'on a sur l'enfant. Parfois, oui, l'enfant est décrit comme un, je l'ai encore lu ce matin, comme un diable, comme quelqu'un de maléfique qui va faire intentionnellement des actions pour provoquer son parent, pour le faire réagir, pour le tester. Bref, on prête vraiment oui. des intentions très négatives. Et ceci, même si nous n'avons pas de mémoire traumatique, bah, finalement, on va se mettre en position de défense et d'agressivité et d'attaque, du coup, parce qu'on veut Oui. réprimer ceci. Tout à fait. Mais tu vois, enfin moi, alors les deux sont assez délétères. C'est la posture de l'enfant qui est un diable et de l'enfant qui est un ange. Mm. Les enfants ne sont ni des diables ni des anges, ce sont des petits êtres humains à leur point d'équilibre éventuellement à la naissance. À nous de nourrir, de les accompagner, de combler leurs besoins pour qu'ils se développent de façon harmonieuse. Hein. C'est un peu l'histoire du parent potier et du parent jardinier. Je ne sais pas si tu connais. Le parent potier, c'est celui qui pense que son enfant est un bloc d'argile qu'il va modeler comme il le souhaite. Nos parents étaient des parents potiers. Oui, Clairement, l'éducation à une certaine époque, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, on se dit, dans mon enfant, il y a une graine qui contient toutes les qualités de l'arbre qu'il va devenir. Et finalement, j'arrose la plante, j'en prends soin. Et j'ai confiance dans le fait qu'il va se développer. Mais ce n'est ni un ange, ni un démon. C'est un être humain avec toutes les qualités et toutes les capacités d'un être humain. Et oui, quelquefois, c'est vrai que les êtres humains sont faits pour... je pense que les êtres humains sont à la base intelligents, aimants, coopératifs, etc. Les enfants ont ça en eux aussi. On voit qu'ils nous aiment inconditionnellement. Je mm. trouve qu'il y a quelque chose de fort dans l'amour qu'un enfant a pour son parent. Et c'est pour ça que je pense qu'on leur doit quand même une recherche sur nous-mêmes, sur la relation, parce qu'on a décidé de vivre avec eux quand Tout à fait. même. Et la base de la Euh, recherche, ne serait-ce pas justement l'identification des besoins? Parce qu'au fond, le comportement de l'enfant est dicté notamment par des besoins. Ce besoin d'affection est essentiel, notamment. Il est même vital, ce Tout besoin à de fait, contact avec le parent. absolument. Euh, est-ce que justement la clé de tout cela, parce que quand on punit le résultat, mais en fait, on ne traite Oui, pas la cause. Et la cause, souvent, c'est ce besoin qui est là, qui n'est plus satisfait, qui va déclencher un comportement. Et si on continue à punir, bah, en fait, on absolument. n'aura jamais résolu la base en fait, du problème, le Oui, besoin. absolument. On peut quand même se dire que chaque comportement de notre enfant est une sorte de message et que ce message, il est important de le comprendre avant de prendre des mesures, quelles qu'elles Oui. soient, hein, d'ailleurs, qu'elles soient de rechercher des alternatives à une activité ou autre chose. Quelquefois, mon enfant a des comportements anarchiques, peut-être parce que on vient de déménager et qu'il n'avait pas du tout fait l'expérience de on a changé de maison, où est Mhm. ma maison, je vais pas je vais jamais la Oui. revoir, ma maison. Enfin, c'est très traumatisant pour un enfant, ce genre de situation, parce qu'il ne comprend pas. Et pour les parents, c'est quelque chose de positif parce qu'ils lui ont dit, ils lui auront dit, tu verras, ça va être super, on va avoir un jardin, ça va être génial. Mais les enfants ne savent pas faire leur deuil. Nous, on fait ça sans cesse. Mais eux, Oui. ils ne savent pas. Donc, tu vois, enfin, c'est vrai qu'un enfant comme ça, il peut avoir des comportements
anarchique, donner des coups particulièrement appuyés à son petit frère ou à sa petite sœur, être désagréable en classe, etc., simplement parce qu'il est perturbé par ce changement de maison, ou parce qu'il est perturbé parce qu'il y a une nouvelle naissance, ou il est perturbé parce qu'il y a des conflits entre ses parents. Alors, certainement, les parents me diront, oh là là, s'il faut identifier tout ça avant de poser une limite. J'ai envie de leur dire non, c'est pas interdit et on peut le faire avec une certaine intelligence. De toute façon, c'est toujours possible de dire non. La chose qui est importante de rajouter au refus, c'est l'écoute des émotions qui viennent quand on a reçu un non. Moi, quand on Oui. me dit non, c'est assez triste. Hein, enfin, si mon compagnon me dit ah ben non, j'ai pas envie d'aller au cinéma, ça me saoule. Hmm. J'ai envie qu'il m'écoute, qu'il écoute ma déception. Bien sûr. Mais les enfants, c'est pareil, tu vois. Enfin, les enfants, c'est exactement la même situation. On leur oppose des noms, d'accord, mais il faut être capable d'écouter les émotions et peut-être aussi être capable de se dire, j'ai dit non, mais finalement, pourquoi j'ai dit non? Et ne pas s'enfermer dans un truc où, non, à ça, je dirais toujours non, et ça, je dirais toujours oui, parce que Oui. ça va évoluer. C'est un chemin d'être parent. Oui. Petit à petit, il y a de moins en moins de non, finalement, et de plus en plus de compréhension, mais il reste des refus, je dirais, non négociables. Tu vois, il y a Mhm. des choses qui ne sont pas vraiment négociables dans la vie. Et après, peut-être Et aussi être flexible et créatif, et c'est là où ça intervient. C'est-à-dire qu'à un moment, un non peut être un non pour un comportement particulier, mais si on a oui, identifié le besoin qui donnait naissance au comportement, on va pouvoir peut-être proposer une alternative qui sera, elle, tout à acceptable. fait, On peut, absolument. par exemple, un enfant qui n'arrive pas à rester tranquille, entre guillemets, Oui, sage, je fais exprès de mettre des guillemets, hein, parce que oui, je sais, je sais. euh, Je crois. comment procéder? Voilà, on est dans une salle d'attente, il n'arrive pas de bouger et on a le regard d'autrui, on se sent jugé. Comment faire? Que vont-ils penser que je n'ai pas d'autorité sur mon enfant, alors que l'enfant, lui, il est en train de vivre sa vie, c'est-à-dire qu'il a besoin de bouger, quoi. Tu as besoin de bouger. Et vraiment, la tranquillité, je trouve que c'est un peu obsessionnel chez les adultes. Hmm. Je me demande pour quelle raison on a cette obsession de la tranquillité, mais je pense que c'est aussi parce que notre société nous malmène sur beaucoup de plans, économiquement parlant, sur le plan du boulot. Enfin, ça devient vraiment difficile de vivre aujourd'hui dans la société actuelle et les parents rêvent de tranquillité, de repos, de calme. Et quand ils ont des enfants d'âge préscolaire, c'est pas possible. Alors, un enfant qui s'agite dans tous les sens dans la salle d'attente, peut-être qu'on peut faire de la prévention, mais c'est pas du tout sûr que ça marche. On peut lui dire, tu sais, on va chez le médecin. Hmm. Ça serait vraiment sympa si tu restais un petit peu, soit au sol, je t'emmène une couverture, on emmène un jeu silencieux, et puis voilà, ou je te lis un livre, Hmm. ou je sais pas quoi. Il va falloir trouver des idées, il va falloir innover en la matière et pas se dire, bon, bah, je vais lui dire qu'il se tienne tranquille et puis il va se tenir tranquille. Tout à Non, fait. ou je vais écoute, si tu te tiens tranquille, je t'achète une sucette à la sortie. Bon, ça, c'est un plan qui s'avérera un petit peu foireux au long cours parce que la récompense, la punition blesse et détruit la motivation Oui. intrinsèque des individus. Ça a été démontré des milliards de fois dans de nombreuses études. Mais la récompense, elle, rend limite les gens immoraux. Enfin, tu vois, c'est donc parce qu'ils sont tellement focalisés sur la Hmm. récompense. Aujourd'hui, c'est la sucette. Demain, ce sera le permis. Après-demain, ce sera la voiture. Mais après, ce sera quoi Eh oui, finalement? il y a une Enfin, escalade. voilà, il y a une problématique là-dedans. Hmm. Et il y a une expérience que j'aime bien qui concerne des étudiants qui s'apprêtent à passer le bac. Donc, on a deux groupes d'étudiants. Un groupe qu'on récompense pour qu'ils bachotent et qu'ils passent leur bac, voilà. Et un deuxième groupe à qui on dit, bon, ben voilà, il y a des apprentissages à faire, essayez de faire de votre mieux, voilà. Alors, le premier groupe réussit son bac en plus Mhm. grande proportion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le deuxième groupe, quand les chercheurs reviennent, un mois après, c'est le deuxième groupe qui a le plus retenu ce qu'il a appris. Et je trouve ça assez fascinant. De quelle manière, finalement, on détruit nos capacités naturelles d'apprentissage et de mémorisation et de compréhension aussi, quoi. Ben, c'est un peu pareil avec l'éducation des tout-petits. C'est quand le parent s'absente, quand il a demandé, enfin, quand les parents demandent quelque chose à leurs enfants, par exemple, bon, bah, tiens, range ta chambre. Quand le parent quitte la pièce et que l'enfant range la chambre, ça veut dire quelque chose. Quand le parent quitte la pièce et que l'enfant ne range rien du tout, Oui. ça a aussi une signification.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce principe de chantage, de contrainte, d'ordre, je l'ai encore eu cette semaine avec un article sur doit-on obliger les enfants à dire bonjour? Oui, Et en oui, l'occurrence, alors, obligé dans le sens effectivement contrainte. Si tu ne le fais pas, bah, tu seras puni ou on t'enlèvera quelque chose ou bref, ou même moqué. Ah, t'es mal poli. Enfin bref. c'est ça. Et j'ai bien aimé parce que des enseignants ont pris la parole en disant oui, bah, ils le savent et ils l'ont même dit, mais en classe, il n'y en a aucun qui dit bonjour. Parce qu'en Ouais, fait, une fois que l'autorité, la figure d'autorité n'est plus là, en c'est fini. réalité, bah, comme ça vient pas du cœur et comme ça vient pas de l'enfant et qu'il n'a pas compris pourquoi il faisait ça, bah, il ne va pas le faire en fait, tout simplement. Oui, mais tout à fait. Mais tu sais que j'ai été enseignante aussi dans les quartiers nord de Marseille et je disais bonjour à chacun de mes élèves. Je pense que quand on veut qu'on nous dise bonjour, il faut quand même dire bonjour en Bien sûr. regardant les élèves, en disant leur prénom. Et ça, je faisais pas ça tous les jours, hein, mais je le Oui. faisais plusieurs fois par an parce que ça marque quand même beaucoup les esprits. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui font ça, tu vois, en disant bonjour Pierre, bonjour Paul, bonjour Jacques, etc. Voilà, c'est très important comment dire, qu'on essaye d'avoir cette exemplarité. Quand les enfants, enfin, on voudrait qu'ils disent bonjour et on n'a pas besoin de se... Moi, je trouve que enfin, beaucoup d'enfants disent bonjour assez vite, tu vois, surtout quand ils sont dans la période d'imitation, là, 3 4 ans. Au début, bon, pas trop et on s'en fout. Enfin, dans certaines familles, on s'en fout pas, mais 3 4 ans, ils commencent à dire bonjour à tout le monde, y compris aux gens dans la rue qu'ils ne connaissent pas. Et là, Mhm. ils se confrontent au fait qu'on ne leur répond Eh pas. oui, c'est Tu ça. vois, c'est un Tout à peu fait. compliqué à cette histoire de convention, expliquer ce que c'est, comment ça marche. Mais un enfant, il n'entre pas en contact avec la convention, un tout petit de 2 ans, il entre en contact souvent par le jeu, tu vois, si on veut entrer en contact avec un enfant, je crois qu'il va falloir jouer avec lui, avec un Oui. enfant de 2 ans. Bon, Oui. un peu D'ailleurs, compliqué, même plus hein, tard, hein, le jeu est un moyen idéal pour apprendre de toute façon parce que ça génère absolument. des émotions agréables et le cerveau a Oui, besoin de ça pour mémoriser, etc. oui, absolument, tout Et à d'où fait. Non, l'intérêt non, mais encore de là, cette parentalité créative qui, je trouve, et alors je vais dire peut-être un terme, tu me dis, tu me reprends pour ça, mais je la trouve joyeuse dans le sens où ça laisse oui. vraiment la possibilité de se dire, ben oui, il existe une voie où je vais pas me prendre au sérieux, je vais peut-être créer des choses qui vont me faire sourire, j'en sais rien, et qui vont peut-être justement favoriser cette collaboration avec l'enfant. Elle est joyeuse et elle est innovante parce que elle met en avant finalement cette idée que la créativité, c'est à la fois remettre en question les systèmes traditionnels, développer un esprit critique et activer sa créativité pour trouver des solutions au quotidien à tous les problèmes qui se posent 40 fois. Enfin, quand je dis 40, je suis dans les tranches basses, mais ça peut être toutes les 5 minutes, voire plus, qu'un bébé ou un bambin va solliciter ses parents pour gérer ceci ou cela. Oui, Donc, c'est vrai que pour la parentalité créative, le jeu, c'est un pilier, hein, le jeu, la joie, le rire, etc. Mais les pleurs sont aussi un pilier, vraiment. Moi, oui, j'aurais pas survécu avec tous mes enfants, là, si j'avais pas pu pleurer 3 fois par semaine, avec d'accord. un écoutant qui m'écoutait le faire, tu vois. Mhm, Alors, c'était mhm. pas question de pleurer avec mes enfants, mais avec quelqu'un avec qui je pratiquais l'écoute mutuelle. C'est-à-dire qu'il m'écoutait pleurer pendant une demi-heure, je l'écoutais pleurer pendant une demi-heure, et c'était un relâchement et aussi j'avais l'impression que mes idées étaient beaucoup plus claires. Donc le rire, c'est aussi une décharge émotionnelle qu'on Oui, va utiliser dans la famille. C'est sûr que c'est super agréable le rire, hein. On chahute, on rit, on se court après. Enfin, c'est très agréable. Mais les pleurs, c'est aussi quelque chose oui. d'indispensable. Savoir écouter son enfant pleurer, c'est important. Savoir écouter son enfant en colère, c'est important aussi, mais c'est un défi. Alors, tu fais bien de dire cela. Alors, en plus, on sait que les pleurs contiennent donc bah, du cortisol, donc ce qui fait qu'en pleurant, ça Ouais, permet de retrouver notre équilibre et de pouvoir justement faire diminuer notre tout à stress, fait. évacuer les émotions. Et c'est aussi ce que tu disais par rapport aux enfants, même si c'est inconfortable pour nous, les entendre pleurer, les accompagner dans cette décharge émotionnelle est très important parce que pour eux, ça va leur permettre aussi de retrouver un équilibre. Donc, et c'est valable d'ailleurs pour toutes les émotions. Essayer d'éteindre une émotion n'est pas productif, n'est pas Non. efficace en fait. Et alors, Elle va gonfler, enfin, elle va se développer dans l'enfant et on a tout à y gagner à écouter
écouter tout ça petit à petit plutôt que des grosses explosions. Bon, parfois, on ne peut pas faire autrement, mais oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les émotions, on peut dire que c'est un peu la voix des besoins, dans le sens où un besoin est là, donc il n'est plus satisfait, l'émotion va se déclencher. Un besoin satisfait va déclencher une autre émotion. Il y a un lien comme ça entre les besoins et les émotions, ce qui fait que si on arrive à identifier l'émotion, et parfois c'est difficile parce que l'enfant n'a pas, même pas conscience que lui ressent une émotion, donc ça nous oblige, nous, en tant que parents, à être de vrais détectives et d'essayer de Oui, deviner ce qui se passe, en fait, quoi. Mais cet apprentissage émotionnel, cet accueil émotionnel est essentiel dès la naissance. D'ailleurs, il en va même de l'attachement, je crois. oui, tout à fait. Alors, c'est des choses un peu différentes, mais parfois, les émotions, le problème des émotions, c'est qu'elles ne sont pas reliées à des besoins du présent, mais à des besoins du passé qu'on ne pourra pas combler. Tu vois, par exemple, si ma mémoire traumatique est réactivée, justement, on parlait de la mémoire Oui. traumatique, pour moi, un des moyens les plus efficaces d'essayer d'apaiser ou de vider même sa mémoire traumatique, c'est de revenir à la situation passée et d'évacuer, de décharger les émotions qui sont liées à cette situation passée. Ce qui fait que je vais petit à petit récupérer. Donc, c'est ça qui est complexe, c'est que quelquefois, mon émotion, elle n'est pas liée à un besoin du présent. Pour mon enfant, c'est un peu plus simple parce que sa vie, bon, peut-être qu'il a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, il est possible que son émotion, évidemment, elle soit directement liée à un comportement que j'ai eu Mhm. avec lui, ça l'a rendu triste, ou à un besoin qui n'est pas comblé, ou à quoi que ce soit d'autre. Et l'attachement, pour ce qui est de l'attachement, je pense que c'est un sujet qui est complexe parce qu'il est très culpabilisant pour les parents, me semble-t-il. Aujourd'hui, les parents sont un peu tenus par des impératifs économiques, parfois à travailler à deux. Et quand on leur dit que un enfant a besoin d'être au moins pendant 9 mois en continu avec sa figure d'attachement principale, qui est la personne qui s'occupe le plus souvent de lui, souvent sa mère, mais ça peut être aussi son père, ça Mhm. dépend du temps Oui, passé bien avec sûr. lui. Là, c'est très compliqué parce que notre société française, elle n'est pas du tout dans l'idée de respecter cet attachement, ces liens d'attachement qui sont Mhm. fondamentaux. Parce que finalement, nous, on est dans une société de l'arrachement. On n'est pas dans une société de l'attachement, puisque au bout de 2 mois et demi de congé maternité, souvent les enfants vont soit en crèche, soit chez une assistante maternelle. Et quelquefois en crèche, vu les réformes successives qu'ont subies les lieux d'accueil, l'enfant ne peut pas avoir une figure d'attachement tertiaire. Il ne peut pas se raccrocher. Et du coup, ce problème de l'attachement qui n'a pas pu se faire de façon sécurisante va générer un nombre incalculable de difficultés à l'âge adulte. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on devient addict. C'est pour ça on a tout un tas de comportements qui sont Mhm. identifiés comme on va essayer constamment de colmater nos souffrances d'abandon. Et il y a énormément d'adultes qui ont des souffrances liées à l'abandon, qui ne peuvent pas être seuls, qui ne peuvent pas vivre seuls, qui sont voilà. Et ça crée des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, voilà, et des Oui. problèmes de relations aussi. Tu Oui. vois, Parce voilà. qu'en fait, on parlait d'héritage, mais le style d'attachement que j'ai reçu, et nous reviendrons bientôt sur ce sujet des styles d'attachement, mais j'en hérite, et si je n'ai pas conscience de mon style d'attachement, je risque de le garder longtemps, effectivement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris dans la vie de couple. Et surtout, ce style d'attachement se réactive lorsque je deviens parent. Donc, si j'étais mal attaché, si on veut, en tant Oui, qu'enfant moi-même, je vais peut-être avoir des difficultés à justement avoir un lien d'attachement sécure avec mon bien sûr. enfant. Alors, ce n'est pas qu'une Mon question enfant. non plus de durée. Tu parlais de 9 mois, alors ça, je l'ai appris dans ton livre. Euh, c'est aussi une question de qualité, parce que finalement, Mais c'est la absolument. qualité des moments qui compte surtout. Bien sûr, absolument. Mais c'est la réponse aux besoins, en fait. Le Oui. système d'attachement est un système d'alarme. Quand l'enfant appelle, eh bien, le parent, s'il répond et qu'il donne une réponse appropriée, un attachement sécurisant va se mettre en place. Parfois, on a des parents qui ne vont pas répondre. Mm. Donc, il n'y a pas d'attachement, c'est un attachement insécurisant ou désordonné. Désordonné, parfois il va répondre, parfois il ne va pas répondre. Donc, c'est assez complexe. Mais c'est pas la question n'est pas, c'est pas une question d'amour, c'est une question Oui. de réponse aux besoins. Mon Mm. enfant a un besoin vital
que je vienne le chercher quand il pleure. Et toute la question est là, c'est-à-dire que si je considère que je suis l'esclave de mon enfant, si je commence à avoir des commentaires du style tu le rends dépendant, tu vas devenir son Il esclave, va te etc. bouffer. Oui, oui, on entend ça, Il oui. va te bouffer. Moi, j'ai beaucoup entendu ça, tes enfants Mm, te bouffent. mm, mm. Et, et finalement, on se laisse peut-être influencer par ce style de discours et puis on se dit, oui, c'est vrai qu'il me sollicite énormément, mais c'est parfaitement normal d'être sollicité toutes les demi-minutes par un bébé. Oui. Ce qui est complexe pour lui, c'est que son parent, alors qu'il a un besoin impérieux et vital de contact avec lui, ne se déplace pas sous le prétexte que, bah non, il m'a déjà demandé, voilà, il m'a déjà demandé la minute précédente, je vais pas encore me déplacer. Ah non, j'en ai marre, Mm. ça suffit. Il peut bien, non, non, il peut bien attendre. Non, un bébé ne peut pas attendre. Ça, on a quand même du mal à le comprendre. Puis il y a notre mémoire traumatique de bébé qui est là, tu vois, comme tu le disais. Ça dépend comment, finalement, nos parents ont répondu à nos besoins quand on était bébé. Et moi, quand je vois les parents d'aujourd'hui réagir face aux difficultés de sommeil, tu vois, du bébé, par exemple, bébé qui dort de façon très anarchique et très personnelle, Mm. donc les parents sont très fatigués. Ils font leur maximum, les parents, vraiment. Mais à mon époque, je m'interroge sur ce que faisaient les parents quand leur bébé ne dormait pas. Franchement, c'est une question. Et je me demande si on n'a pas subi quand même de la violence la nuit, peut-être, qui nous a fait peur, qui nous a terrorisés. Peut-être qu'on a été secoués. On a encore des bébés secoués Oui, oui. aujourd'hui. Je pense que ça vient beaucoup de j'en peux plus, je suis excédée, j'en peux plus. Et c'est là où finalement les pouvoirs publics doivent absolument prendre leurs responsabilités pour accompagner les parents, parce qu'on a quand même 85% de parents aujourd'hui qui ont encore recours à la fessée. Et moi, je le comprends complètement, ça, parce qu'on ne leur a pas donné d'alternative, on ne leur propose pas d'accompagnement. Je ne connais pas un parent qui veuille faire mal à son enfant volontairement. J'en connais pas un seul. En 30 ans, j'en ai pas rencontré un seul. En revanche, je connais des gens qui sont épuisés, excédés, réactivés dans leur mémoire traumatique, qui ne savent pas comment faire autrement et qui finalement créent des relations périlleuses. Enfin, ça devient périlleux le développement d'un enfant dans ces conditions-là. Alors, pour la fessée, alors 85%, c'est surtout les parents qui pratiquent au moins une violence éducative. Pour la fessée, je crois qu'on est plus vers les 40%, je crois, Oui, il me semble. Malgré la loi qui est passée en 2019, et effectivement. oui, c'est Euh, ça. mais comme quoi, l'aspect répressif, si on veut, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça, enfin, pas bien, on va dire. Et ça Non. nécessiterait vraiment un accompagnement, offrir des solutions. Voilà comment vous pourriez faire. Peut-être travailler effectivement sur votre mémoire traumatique. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ceci avec une petite recommandation. Parfois, l'évocation des émotions passées est très compliquée à vivre. Donc, il vaut mieux se faire accompagner. Je recommande cela parce que j'ai eu Absolument. beaucoup de messages sur ce point. Oui. Donc, n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a bien, enfin, une mémoire traumatique en activité, vous avez une mémoire traumatique, à vous faire accompagner, allez rencontrer un professionnel, voyez comment vraiment être accompagné sur ce chemin de la guérison, parce que seul, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, C'est compliqué. Mais le thérapeute, bon, évidemment, il y a des critères pour choisir un thérapeute. Un des critères, c'est de se sentir en sécurité avec oui, lui. Sinon, on n'ira pas dans son passé. Et ensuite, qu'il prenne le parti de l'enfant que vous avez été. Ça, c'est très important. Que le thérapeute soit du côté de l'enfant que nous avons été, qu'il ne soit pas dans il faut pardonner à vos parents, etc. ah oui, Pardon, c'est pas une question. Ça se fait tout seul quand on a déchargé toute la colère qu'on a accumulée contre ses parents. Ça va se faire. On mhm, va arriver à quelque chose. Parfois, on n'y arrive pas et c'est OK. En fait, tout est OK. Mais c'est vrai que le thérapeute est quelqu'un qui prend le parti de l'enfant qu'on a été. C'est très important. bien sûr. Alors concrètement, si tu veux bien, j'ai une question. Selon la parentalité créative, et en général, disons que la parentalité sans violence, comment réagir si un enfant frappe? On va dire un enfant de Oui. 2 ans, et qu'il a, ou alors, entre 1 et 2 ans, et qu'il frappe, il frappe, quoi. Voilà. Comment Mm. réagir, justement? Je trouve que entre justement ce que tu dis là, entre 1 et 2 ans, les enfants manifestent parfois une sorte d'agressivité un peu défensive parce qu'ils savent pas trop faire autrement. Alors parfois ils frappent pas vraiment, ils arrachent un jouet Oui, parce oui. ils veulent, voilà. Je crois que si nos enfants ont
comment dire, habitude. Alors, oui. Pour la morsure, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est coller l'enfant, le surveiller, le regarder. Et dès qu'il ouvre la bouche, hop, je me précipite et je lui donne un truc à mordre. D'accord. Et je lui dis, non, c'est pas possible. Mais ça, c'est un travail, hein. Enfin, c'est un travail à temps plein. Ça peut durer une semaine, 10 jours. Après, c'est terminé. On n'en parle plus des morsures. Pour les coups, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un jeu qui permet de décharger un petit peu les tensions qui sont liées aux coups, peut-être que cet enfant a reçu, ou aux tensions qui correspondent à je veux se jouer, je l'ai pas, il est plus grand, etc. C'est quand mon enfant approche de moi et fait mine de me taper, et moi je vais faire tu me fais mal. Je vais le faire en riant un peu, Mhm. grossièrement. Mhm. Ça va le faire rire, il va recommencer, mais je ne vais pas le laisser me taper. Et je vais faire, ah non, non. Bon, je vais faire le pitre. Il va se mettre à rire et il va petit à petit décharger ce qui vient de ses tensions finalement. Et puis petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre. Pourquoi? Parce que moi, je ne le tape pas, et que finalement, dans la fratrie, il y a peut-être des interactions à vérifier. Tu vois, c'est là que c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon enfant tape, en fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est simplement parce qu'il en veut à son frère ou sa sœur? Est-ce que c'est moi il veut comment dire, me prendre comme un support de sa colère? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je Oui. dois essayer de réfléchir à pourquoi il va me taper, et après, je vais trouver une solution pour l'aider, soit en mettant en place un jeu, soit en lui disant simplement non, Mhm. non, non, ça, c'est pas possible, tu peux pas faire ça fait mal, et c'est tout. C'est vrai que souvent, les gens sont un peu étonnés, se disent, mais on fait rien, on punit pas après? Non, on Mhm. punit pas après, parce qu'en fait, il y a un psychopédagogue, je crois, Bernard Lampert, qui disait que la punition, c'est un coup de poing sur une blessure. Je trouve Mhm. l'image extraordinaire. Mhm. Parce que mon enfant, s'il agit comme ça, c'est qu'il va déjà pas très bien, en fait. Et si je le punis, je vais le surblesser. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Mais entre 1 an et 2 ans, je dirais que c'est vraiment de l'ordre de je le retiens, je lui dis non, je lui propose un jeu, enfin bref. Et puis Oui. petit à petit, il va bien voir que nous, les parents, nous ne le tapons jamais, et qu'on tape personne d'autre autour de nous. C'est pas un mode opératoire pour nous. Donc, il va petit à petit apprendre par imitation, comme tous les enfants. Bien sûr. Et tu disais, alors là, le fait de tourner ça en jeu pour lui permettre de décharger ses tensions, parce qu'en fait, c'est la tension qui va Oui, provoquer une sorte d'impulsivité. Et après, absolument. on a ce geste automatique qui consiste à taper, tirer, Ouais, jeter. Du coup, là, on l'aide à décharger parfait. ses tensions, puis on tourne ça en jeu et progressivement, ça va s'arrêter parce qu'effectivement, il n'aura pas été Absolument. exposé à de la violence. Il saura que c'est pas une manière de répondre. Et aussi, on peut, outre ce jeu que tu évoquais, on peut aussi faire ce jeu aussi qui consiste à prendre les mains de l'enfant et à aller pousse, 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 pour que justement il On puisse peut faire décharger ses ça. tensions, ou encore lui arrêter le geste, lui dire Mm. non, je suis pas d'accord, et lui montrer ce qu'on attend de Oui, lui, etc. Hmm. absolument. Mais c'est vrai que, tu vois, quelquefois, ce que je trouve bien avec la colère des enfants, c'est leur proposer de taper dans nos mains, parce que Dans nos ça fait mains. pas mal. Hmm. Taper dans nos mains, ça fait pas mal. Mais un enfant d'1 an à 2 ans ne va pas le faire. Non, Et c'est vrai qu'un enfant d'1 an à 2 ans a besoin tout de suite de décharger ce qui lui vient. Il va pas avoir le processus intellectuel nécessaire pour aller décharger sa colère sur un coussin, par exemple, ou pour... voilà. Et bien cependant, sûr. il a quand même besoin de le faire. Après, ce que je trouve délicat, c'est que parfois, un enfant qui va donner un coup de pied à ses parents, intentionnellement ou pas, peu importe, parce qu'il est en colère, ce sera intentionnel. S'il n'est pas en colère, c'est peut-être pas intentionnel. Alors, juste un point, Mais intentionnel en colère, pas forcément. C'est-à-dire qu'en colère, il n'a pas accès à son cortex orbitofrontal, donc c'est pas non, forcément de non, l'intention. non. C'est Alors, il faut voir. Je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, peu importe, vraiment, ça n'a aucune importance. Je crois que c'est important, par contre, que le parent se rende compte que ce coup va réactiver sa mémoire traumatique, oui, et que quelquefois, ça va être bim, bam. Alors, on doit aussi, en thérapie, entre autres, travailler sur les coups qu'on a reçus quand on était enfant. c'est ça. Parce que quand on va se retrouver dans une situation où une petite main va, par mégarde ou pas, nous
parfois on dit nous frapper, mais l'enfant ne nous frappe pas, c'est pas l'idée. Il se défend, enfin, c'est vraiment purement défensif quelquefois. Eh ben, on risque de lui faire violence parce que on interprète même pas, hein, la mémoire traumatique se réveille et c'est comme ça que parfois les coups partent. Bien sûr. Et là, il peut y avoir deux options, pas? C'est-à-dire que est-ce que l'enfant qui a ressenti une colère, qui a agi de la sorte et qui a été réprimé avec violence, va peut-être à un moment laisser tomber la colère, c'est-à-dire arrêter d'écouter sa colère et de l'exprimer. Et là, c'est plutôt dangereux parce que c'est quand même une émotion utile, la colère. Tu parlais de défendre, de se défendre, on en a besoin pour plus tard, ou avoir de l'énergie pour surmonter un obstacle. Cette colère-là, si on n'a plus Oui. accès à cette colère, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'à un moment, elle risque pas aussi de ressortir d'une manière très violente aussi, justement? Moi, je fais partie d'une école qui dit que toutes les émotions s'accumulent en nous, les émotions qui ne sont pas exprimées depuis que nous sommes au monde, depuis que nous sommes nés. Alors, ça fait beaucoup, hein, ça peut faire beaucoup d'émotions qui n'ont pas été exprimées. Mais ces émotions, on peut à tout moment les retrouver pour les exprimer. Maintenant, ce que je remarque, je ne sais pas si tu connais Simonton, c'est un cancérologue qui a travaillé sur le premier sur la dimension psychosomatique du cancer. Moi, j'ai été très, très frappée de lire dans Guérir envers et contre tout que les personnes qui ont des cancers sont souvent des personnes gentilles, des personnes qui prennent sur elles. Et moi, là, j'entends beaucoup le résultat d'une éducation de type un peu autoritaire quand même, qui nous a dit, attention, pas d'émotion, ça se fait pas, on fait pas de bruit, on se tait, etc. Et du coup, on accumule des émotions en nous, et ces émotions, soit on va les sortir de anarchique sur nos enfants, c'est le rejouement de la mémoire traumatique, nos enfants, nos amis, nos partenaires, etc. Parce que quelquefois, ce sont les partenaires qui prennent aussi. Voilà. Soit on va les retourner contre soi. Et ça va nous faire des maladies, des manifestations de notre corps. Notre corps va s'exprimer. Cette mémoire traumatique est trop lourde, elle est trop pesante. Et si on ne l'exprime pas, à un moment donné, effectivement, elle continue à œuvrer en nous et elle nous donne des comportements et parfois des maladies. Oui, et de toute façon, on sait que c'est lié aussi à du stress, et le stress est nocif. Et lorsqu'on a un stress comme ça, de manière prolongée, parce que justement une émotion n'a pas été verbalisée, n'a pas été libérée, forcément, ça doit fragiliser le corps en même temps que l'esprit, si on veut, quoi. C'est ça? Absolument. D'accord. D'où l'intérêt, Oui. encore une fois, d'accompagner les émotions dès tout petits, de pouvoir les Oui. aider à s'exprimer, que ce soit par la langue des signes, c'est aussi une possibilité, et déjà de leur montrer l'exemple. On parlait, on revient, et on va peut-être terminer là-dessus, l'exemplarité. Les enfants nous Oui. imitent, nous regardent, et forcément ne vont pas devenir quelque chose de relativement, totalement différent de ce qu'on leur a montré, puisque leur base d'apprentissage est là, c'est à ce à quoi ils ont été exposés. Donc s'ils ont été exposés à de la Oui. violence, il y a de fortes chances qu'ils reproduisent cette violence, sauf s'ils conscientisent, mais ça peut se faire beaucoup plus tard. Et aussi, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est qu'un enfant va avoir des difficultés à remettre en question ce qu'on lui a offert comme modèle, parce qu'il y a une notion de conflit de loyauté aussi. C'est-à-dire qu'en Oui. grandissant, il va pas oser symboliquement s'opposer à ses parents, en dire ah non, ben, je vais pas faire différemment parce que sinon c'est comme si je leur manquais de respect en fait inconsciemment. Bien Donc ça sûr. aussi, cette notion de conflit de loyauté est à mettre vraiment de côté. Pour résumer, c'est du travail d'être parent. C'est même beaucoup Oui, c'est plus un de sacré travail. oui, un vrai Mm. travail qui nécessite de s'informer, de se former, parce que si on laisse parler nos instincts, eh ben, peut-être que finalement, c'est toutes ces mémoires, enfin cette mémoire traumatique qui réapparaît, c'est tous ces conditionnements qui réapparaissent. Bref, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur parce que finalement, on va poursuivre cette souffrance. La chaîne de la souffrance va se poursuivre avec les dégâts qu'on connaît, notamment au niveau des neurosciences, puisqu'elles nous ont démontré quels sont les dégâts que cela pouvait engendrer et toutes les pathologies aussi que ça pouvait créer ensuite, cette exposition prolongée à la violence. C'est Mm. ça. Absolument. Oui, c'est un sacré boulot d'être parent. Et en même temps, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est une opportunité assez unique de reconquérir sa vitalité, sa joie de vivre, etc. Nos enfants nous font vraiment énormément progresser. Un bébé, c'est un engrais pour la vitalité, pour le développement de notre vitalité. Même si, a priori, ça semble compliqué, le défi, il est énorme. Et en même temps,
on avance et on grandit considérablement. Et vraiment, moi, il n'y a rien que je ne regrette pas d'avoir eu des enfants et de m'être posé des questions. Et je trouve que le questionnement, c'est plutôt quelque chose de très positif. On trouve des réponses, on ne se pose pas toujours les mêmes questions. Et c'est vrai qu'on prend un peu le contre-pied de l'éducation qu'on a reçue et que nos parents nous voient faire. Et Mm. parfois, ils font des commentaires négatifs parce qu'ils se sentent peut-être culpabilisés, remis en question, etc. Mm. Mais je crois que c'est important de se dire que les parents, nos parents peuvent nous transmettre quelque chose d'essentiel, c'est notre histoire en fait. Plutôt que de nous transmettre des méthodes d'éducation, ils Mhm. peuvent nous transmettre leur histoire et la nôtre. Ça n'a pas de prix, ce genre de choses. Donc finalement, je crois que les parents font un travail énorme. Peut-être, enfin, c'est pas peut-être, ils ne sont pas assez soutenus dans leur volonté de respecter leur enfant, parce que finalement, tous les parents veulent respecter leurs enfants. Hein. Moi, je n'en démords pas, avec des résultats plus ou moins aboutis, on va dire. Mais il y a un optimisme fort dans cette forme de parentalité, parce qu'on voit bien qu'on produit à la main, artisanalement, la société de demain, un enfant par un enfant, et on fait un travail énorme, et que la violence a fait boule de neige pendant des Ouais. siècles. La non-violence, elle fait aussi boule de neige, et il faut que les parents se disent, moi je me suis souvent dit ça, je ne le fais pas que pour mes enfants, je le Mm. fais pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants, et aussi pour toutes les personnes qui nous observent et qui nous regardent et qui finalement se disent, ah bah tiens, si on faisait ça, Ouais, nous aussi. tout à fait. On crée une nouvelle réalité, en fait, quelque part. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Eh bien, je suis contente de terminer sur ces mots très optimistes et positifs. Merci beaucoup d'être une des actrices de ce changement, justement, depuis des années. Oui. Et je suis sûr que la communauté aura apprécié notre entrevue. Merci encore, Catherine. Eh ben, Et merci à toi, je suis ravie d'être venue. Merci pour ton accueil chaleureux. merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.